Alors maintenant, on arrive à l'axe numéro 3, qui est un volet important sur la lutte contre la fraude à l'international, et notamment sur les questions de résidence sociale et fiscale, afin de donner des moyens complémentaires aux administrations pour lutter contre les fausses résidences en France ou à l'étranger. Alors la première mesure, ça serait l'accès à l'administration fiscale au fichier PNR, donc sur les données de voyage, pour mieux repérer la fraude à la résidence fiscale et sociale. Puisque pour le moment, les organismes de protection sociale et la DGFiP ne sont pas dans la liste pour saisir l'organisme qui permet d'avoir accès à ces données de voyage, alors qu'elles en auraient besoin pour lutter contre des schémas de fraude ou d'escroquerie, et notamment en matière de fraude fiscale. Donc le but, ça serait de pouvoir leur donner la possibilité d'accéder à ce document lorsqu'il sera nécessaire de vérifier qu'une installation à l'étranger n'a pas été dissimulée. Finalement, il y aura un contrôle dans les deux sens, à la fois au niveau social pour s'assurer que vous êtes bien résident en France, et également au niveau fiscal. Il y a un exemple, si par exemple vous avez une société à l'étranger et que vous déclarez qu'elle est dirigée depuis l'étranger, l'administration fiscale pourra s'assurer que vous la dirigez bien depuis l'étranger et pas vraiment depuis la France. Et dans ce cas-là, vous auriez le risque d'avoir un siège de direction effective en France et du coup potentiellement une imposition en France. En tout cas, là, vous avez l'exemple sur Hong Kong, mais effectivement, il a l'air d'être marqué dans ce projet qu'on pourra consulter les départs depuis la France ou les arrivées depuis la France, mais après, rien ne vous empêche de partir d'un État limitrophe à la France ou alors potentiellement d'un pays qui ne fait pas partie du PNR, puisqu'on vise le PNR européen, donc à voir si par exemple la Suisse fait partie ou non du PNR, je n'ai pas vérifié. Donc dans les faits, peut-être ça sera une mesure qui sera difficile à contrôler. Et ensuite, au niveau social, c'est l'harmonisation à 9 mois par an de la condition de résidence en France pour l'accès aux prestations sociales, sauf les prestations d'assurance maladie qui là resteront à une condition de 6 mois. Et également pour l'assurance chômage, où là également, il ne faut pas que l'assuré soit plus de 35 jours par an à l'étranger. Et attention, là je dis bien, c'est pour la résidence sociale et les prestations sociales, mais pas la résidence fiscale. Donc on n'est pas sur une nouvelle condition de passer plus ou moins de 9 mois en France, ou alors 183 jours comme on peut parfois entendre. On reste bien en matière de résidence fiscale en France sur les critères de l'article 4B du Code général des impôts. Ensuite, on a un volet sur le renforcement du contrôle des prix de transfert pour les grands groupes, avec la première mesure qui est de responsabiliser les entreprises dans la documentation de prix de transfert, puisqu'il y a une obligation qui vise les groupes les plus importants qui ont un chiffre d'affaires ou un actif brut supérieur à plus de 400 millions d'euros qui sont tenus par une documentation en matière de prix de transfert et à communiquer à première demande dans le cadre d'un contrôle fiscal. Et l'administration fiscale s'est aperçue que parfois ces documents n'étaient pas détenus par ces groupes, ou alors les groupes ne respectaient pas ce qu'ils avaient mis dans leur documentation et avaient une autre politique de prix de transfert, tout en sachant que pour non-respect, il y a quand même des amendes importantes. Donc le but des mesures, c'est d'abaisser le seuil d'obligation de présentation d'une documentation de prix de transfert, qui serait de 150 millions de chiffre d'affaires, également de rendre opposable cette documentation dans laquelle elles présentent leur propre politique de prix de transfert, et enfin de renforcer les amendes et les sanctions en cas de défaut de réponse ou de réponse partielle pour avoir une amende qui soit supérieure au plafond minimum de 10 000 euros. Mais en contrepartie, la DGFiP s'engagerait à avoir une réponse plus rapide dans le cadre des accords préalables en matière de prix de transfert. Et autre mesure importante également, ça serait d'étendre la durée de prescription en cas de cession d'actifs incorporels qui sont les plus difficilement valorisables. Puisqu'on sait qu'on peut jouer plus facilement sur un transfert de bénéfices dans le cadre de la relocalisation d'incorporels et en application des principes BEPS de l'OCDE, finalement, on pourra utiliser les informations sur la situation postérieure à un transfert d'un corporel, et notamment celles par rapport aux revenus qui ont été réellement réalisés par le nouveau propriétaire ou concessionnaire, pour rectifier la valeur qui avait été initialement retenue lors du transfert. Donc c'est pour ça que l'administration fiscale, comme ce qui existe dans d'autres pays, va vouloir étendre le délai de reprise pour rehausser le résultat de l'entreprise si la valeur du transfert a été minorée. Alors on n'a pas l'indication du rallongement du délai, mais on l'aura sûrement dans le projet de loi de finances pour 2024, donc fin septembre 2023. Et enfin, dernier volet, c'est s'armer contre les nouveaux outils de fraude et d'évasion fiscale internationale. Avec, première mesure, utiliser le renseignement pour détecter les fraudes fiscales graves, notamment internationales, et identifier tous les intermédiaires. Donc le but, ça sera d'avoir des agents spécialisés dans la prévention des fraudes fiscales les plus graves, notamment dissimulation des avoirs à l'étranger dans les paradis fiscaux, les entités opaques comme les trusts, les recours aux cabinets de défiscalisation et d'optimisation abusive pour les entreprises multinationales. Le but, c'est d'avoir 100 agents supplémentaires d'ici 2027. Également, il est prévu d'adopter une stratégie nationale pour renforcer les échanges internationaux, pour lutter contre l'opacité des détentions patrimoniales au plan international. Alors, c'est des mesures, effectivement, d'annonce
pour venir renforcer ce qui existe déjà actuellement. Il est d'ailleurs rappelé qu'il y a déjà pas mal de directives européennes, les directives DAC, qui visent à l'échange effectif d'informations, à la fois pour les personnes physiques, notamment sur les comptes financiers détenus à l'étranger, ou les personnes morales, avec cette nouvelle DAC 6, des montages fiscaux transfrontières. Et bientôt, on aura cette DAC 8 sur l'échange automatique d'informations sur les cryptos, et aussi sur les questions des sociétés écrans et des holdings sans substance. On vous a d'ailleurs fait une vidéo explicative sur la proposition de directive. Mais effectivement, il est rappelé que tous ces mécanismes sont encore perfectibles et encore imparfaits, notamment en matière immobilière ou sur certains actifs financiers, ou alors sur les questions de bénéficiaires effectifs, voire même s'il y a ces échanges, parfois le comportement de certains États finalement fait que par des montages qui impliquent plusieurs États, il est très compliqué d'avoir des informations dans les temps, ou même d'avoir ces informations. Donc il est rappelé que la France voudra avoir une initiative internationale pour justement renforcer les échanges automatiques d'informations et avoir accès plus rapidement au fameux registre des bénéficiaires effectifs. Mais on verra si c'est finalement suivi des faits. Parce qu'on rappelle, comme on avait échangé dans notre vidéo de présentation du livre du juge Renaud Van Riebeeck, que normalement les paradis fiscaux ne devraient plus exister déjà depuis plus de 10 ans. Et on vous renvoie à notre vidéo, on vous a détaillé déjà pas mal de problématiques de fiscalité internationale et comment remonter aux informations, notamment quand il y a plusieurs pays en jeu. Alors, quatrième axe, c'est sur la possibilité d'agir plus collectivement pour être plus efficace. Et là, on va vraiment regarder les questions de renforcement des coopérations entre services, et notamment, première mesure, de transformer le service d'enquête judiciaire des finances en Office national antifraude aux finances publiques, donc l'ONAF, pour que ça soit un acteur référence de la lutte contre la fraude, et avec un doublement des effectifs pour arriver à peu près à 40 agents, avec la création d'un statut d'agent d'enquête judiciaire. Il est également prévu d'approfondir la coopération institutionnelle en matière de lutte contre les fraudes, avec le partage d'informations entre les services de lutte contre les fraudes et des passerelles pour améliorer l'échange d'informations entre les organismes sociaux, la DGFiP, la douane et les services du ministère de l'Intérieur, et bien sûr d'avoir des accès à des données croisées. Ensuite, repenser la coopération opérationnelle entre ces services pour de nouveaux partenariats, pour coordonner la programmation de contrôle plus efficace. Vous avez également toute une liste pour que d'ici 2024, notamment en matière de rémunération occulte, revenus distribués, établissement stable, sous-traitance, portage salarial, utilisation frauduleuse de plateformes pour les micro-entrepreneurs, les questions de franchise de TVA, prestation de services internationales, etc., soient plus facilement contrôlées. Il y a également la volonté de renforcer la coopération entre l'assurance maladie et les complémentaires santé pour lutter contre les fraudes, et la lutte contre le travail illégal dans le domaine agricole, et notamment l'arrivée de personnel travailleurs étrangers. Et enfin, dernier axe qui est d'approfondir cette nouvelle relation de confiance pour les usagers de bonne foi. Et cette première mesure qui est placer la relation de confiance au cœur de la relation avec les entreprises et renforcer cet accompagnement des entreprises en matière fiscale. Puisqu'effectivement, depuis 2018 et la mise en place de cette loi pour une nouvelle relation de confiance avec l'administration fiscale, il y a eu le développement de partenariats fiscaux pour les grandes entreprises et un accompagnement renforcé et personnalisé pour les PME. Donc le but, c'est d'accentuer ces accompagnements, de renforcer les rescrits, de renforcer les réponses personnalisées aux sociétés qui veulent être accompagnées par l'administration fiscale, avec ce qui est marqué d'ici 2027, avoir 160 partenariats supplémentaires avec les grands groupes et intégrer au moins 8500 PME supplémentaires dans cet accompagnement fiscal. Ensuite, il est également prévu d'inciter à la régularisation fiscale et sociale et la régularisation équitable des erreurs commises en matière fiscale. Alors on sait déjà qu'il y a un service également qui est déjà ouvert et qui permet de la régularisation. Donc il y a certaines possibilités de régularisation spontanée qui existent, mais le but c'est d'encourager encore plus la réparation spontanée des erreurs commises par le contribuable, notamment par l'envoi massif de courriers aux contribuables pour les inviter à régulariser leur situation fiscale. Lorsque l'administration fiscale, grâce au data mining, a pu constater des anomalies, avec des enjeux financiers bien sûr limités. Et le but, ça serait de pouvoir régulariser avec des intérêts de retard réduits de moitié. Et également d'aller dans cette régularisation et cet envoi de courrier rectificatif également aux contribuables professionnels, sans qu'il y ait des sanctions applicables, qui ont commis des erreurs mais qui ne méritent pas de sanctions. Et bien sûr, à contrario, l'administration fiscale s'engage à verser les intérêts moratoires à chaque fois que c'est l'administration fiscale qui a commis une erreur, et même sans réclamation.
Et enfin, très important, il y a ces nouvelles consignes nationales qui seront diffusées pour qu'il y ait la remise gracieuse de pénalités automatiques en cas d'erreur du contribuable de bonne foi lorsque c'est la première fois qu'il commet une erreur. Donc ça, c'est quand même important à signaler pour éviter d'avoir des majorations quand c'est votre première erreur. Et ensuite, dernière mesure, c'est le déploiement d'un guichet également de régularisation des dettes sociales pour les micro-entrepreneurs. Avec la mise en place dès 2023 d'une campagne annuelle de régularisation qui sera lancée auprès des micro-entrepreneurs et avec, à partir de 2025, le lancement d'un téléservice de régularisation. Donc voilà, on a terminé sur la présentation des 35 mesures de ce plan de lutte contre les fraudes. Et en récapitulatif, on voit que, notamment en matière de fraude fiscale, on vise à avoir plus de recettes de TVA d'ici 2027 grâce à la facturation électronique, donc cette grosse réforme en matière de e-reporting et invoicing, mais qui là va être décalée. Ensuite, d'avoir plus de 25% de contrôles fiscaux supplémentaires pour les particuliers, notamment principalement les plus fortunés. Également atteindre 50% de contrôles supplémentaires pour les contrôles fiscaux des particuliers grâce au data mining d'ici 2027 pour arriver à ce qui existe déjà en matière de contrôle des entreprises. Également qu'il y ait ce renforcement des contrôles à distance avec plus de 100 000 dossiers de personnes physiques qui soient traités à partir du data mining via des contrôles sur pièces et des incitations à régularisation d'ici 2027. Qu'il y ait également plus de 1500 agents supplémentaires qui viennent renforcer le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude fiscale. Qu'il y ait également une unité de renseignement dédiée à la lutte contre la fraude fiscale qui sera créée à Bercy pour traquer la grande fraude fiscale internationale. Et ensuite qu'il y ait des mesures d'évaluation de la fraude fiscale et la mise en place, comme on a vu, de dispositifs préventifs spécifiques, régularisation, rescrit et accompagnement des grandes entreprises avec des partenariats et l'élargissement de cette relation de confiance avec les PME afin de bénéficier de l'accompagnement fiscal. Alors voilà, on vous a présenté l'intégralité des mesures. Maintenant, vous n'avez plus qu'à vous abonner, liker, partager et également commenter parce que c'est bon pour notre référencement. Et ça vous permettra également de suivre toute actualité fiscale sur notre chaîne et notamment lorsqu'on va vous faire la présentation du projet de loi de finances pour 2024 fin septembre 2023. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à bientôt.